La plus grosse affaire de l'agent spécial Gabriel l'a confronté à la pègre en la personne d'un des parrains new-yorkais les plus tristement célèbres, John Gotti. Réputé pour son extravagance et son franc-parler, le Teflon Don, comme on le surnommait, a été acquitté lors de 3 procès surmédiatisés. Apparemment, personne ne pouvait le mettre derrière les barreaux. Mais la brigade de lutte contre le crime organisé a placé le parrain sous surveillance électronique, installant des micros dans un appartement quelques étages au-dessus du club de Gotti, où ce dernier pensait être tranquille. On a observé un endroit où il tenait certains de ses rendez-vous les plus importants et les plus secrets pour discuter des actes les plus meurtriers de sa famille. La fusillade était dans les journaux. Je n'y étais pas, mais ça a dû donner. C'est grâce à cette surveillance qu'on a pu le mettre en prison. On a enregistré des conversations qui étaient de la dynamite. Le parrain des parrains y expliquait les règles de Cosa Nostra, pourquoi certains se faisaient descendre, il parlait de leurs assassinats. Dis à ce crétin que moi, John Gotti, je vais lui arracher la tête. Lui, c'est personne. Le coup de grâce, c'est quand on a réussi à retourner un de ses hommes de confiance, son adjoint, Sammy Gravano. Le témoignage de Gravano et les bandes enregistrées valent à Gotti une condamnation à perpétuité sans possibilité de conditionnel. On voit ici l'agent spécial Gabriel escorter le parrain en prison. Ça a accaparé 5 ans de ma vie. La cible était connue sur la scène internationale, le défi presque impossible à relever. Je suis fier des efforts que j'y ai consacrés, mais ça montre surtout que le FBI peut atteindre tout le monde et que ses agents sont sacrément bons. En 100 ans d'histoire, le FBI s'est attaqué aux mafieux comme John Gotti, aux braqueurs de banque et aux criminels en col blanc. Mais depuis le 11 septembre, tout a changé. Sa mission première consiste désormais à protéger le peuple américain contre d'éventuels attentats. Je suis entré au FBI à cause du 11 septembre. À 9 h du matin, ma femme m'a appelé pendant que j'allais au bureau. Un avion avait percuté une des tours du World Trade Center. Et 2 ou 3 jours plus tard, j'ai envoyé ma candidature. Aujourd'hui, l'agent spécial Helms travaille sur une affaire qui est peut-être liée à un réseau terroriste. Au départ, elle ressemble à une enquête de routine. Grâce à un tuyau, Helms a appris que ce débit de tabac blanchirait peut-être de l'argent. En 1 an, son propriétaire a déposé en banque 1 400 000 $, bien plus que ce que son commerce peut lui rapporter. Et il semble qu'il ait tenté de dissimuler ses fonds aux yeux du gouvernement en multipliant les dépôts de moins de 10 000 $. Cet homme ayant travaillé pour le fisc américain pendant une quinzaine d'années, il connaît la loi et les moyens de la contourner. Si vous déposez plus de 10 000 $, il faut le signaler. Ceux qui ne le font pas pensent que le gouvernement ne verra rien, mais ça n'a pas été le cas. Aux États-Unis, cette fraude est un crime fédéral, mais le groupe antiterroriste s'y intéresse parce que les fichiers bancaires indiquent que cet argent a été viré sur des comptes au Moyen-Orient. Le bureau veut savoir où va l'argent, surtout s'il est expédié dans des pays que nous estimons potentiellement menaçants. En quête de pistes, Helms et Gabriel examinent les fichiers de téléphone portable de leurs suspects. À l'aide d'un analyste, ils découvrent des renseignements des plus intéressants. Oh, regardez, c'est le numéro du centre pénitentiaire. C'est la liste des individus qui sont entrés en communication avec le commerçant et qui sont actuellement en prison? Ouais. De son portable, le vendeur de cigarettes a appelé à de nombreuses reprises des condamnés purgeant des peines de prison. Pour l'heure, l'agent spécial Helms ignore la nature de ces appels, mais ils éveillent ses soupçons. En 2000, une opération du FBI appelée « Écran de fumée » a visé un réseau de blanchiment d'argent à Charlotte, en Caroline du Nord. Une partie de cet argent servait à financer le Hezbollah au Liban. Mais le FBI a mis fin à ses activités lorsque le chef du réseau a été condamné à 150 ans de prison. Helms et ses collègues veulent faire de même avec le propriétaire du débit de tabac. Les preuves qu'ils ont réunies, les sommes importantes qui seraient blanchies, les gros virements vers le Moyen-Orient et les appels téléphoniques en prison, leur semblent suffisantes pour demander un mandat d'arrêt.